Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et aujourd'hui, cette discussion entre amis va se dérouler avec 3 spécialistes chacun dans leur domaine. Ce sont nos fameux clapeurs que je vous présente tout de suite. La première clapeuse est productrice et préparez-vous car elle bouillonne déjà de faire sa critique, c'est la chaudière Elsa Morel. Je l'ai fait écrire son intro tout à l'heure, j'ai dit t'as du lourd pour moi, J'avais du lourd. Ça commence bien. Notre seconde clapeuse est attachée de presse et si elle était un film d'horreur, elle serait Ghostland, à la fois terrifiante et brillante, c'est Emma Salvarelli. Mais c'est la meilleure intro que t'as Elle pu était faire bien, de moi. celle-là, Je suis ouais. très fière. Oh, merci. Eh Bonjour. bah, avec plaisir. Je le bonjour. prends mal, hein, moi. Je suis et puis... Il y a la chaudière qui bouillonne encore. Et nous retrouvons finalement un clapeur qui vient de fêter son anniversaire, c'est Florian Guillot. Bon Bonjour. anniversaire Florian. Joyeux anniversaire. Est-ce que tout le monde va bien? Ça va Oui, très je bien. suis un et peu toi fatigué Et toi du coup, Post-anniversaire, par on rapport à comprend. l'anniversaire, On comprend, mais voilà. mais ça va aller. Et ben ça va bien se passer. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au film Antebellum qui vient de sortir en salle, réalisé par Gérard Bush et Christopher Renz avec Janelle Monáe. Ça Monáe, on dit Ça monnaie, t'as dit? Non, non, je dis. C'est ça, Monáe, on ok, dit. ouais, monnaie, ouais. Monáe, oui, que je prononce bien. Le film raconte l'histoire d'une femme qui est à la fois esclave dans les champs de coton et activiste défendant la communauté afro-américaine aujourd'hui. Donc voilà, c'est un résumé qui est un peu à la hauteur du récit de ce film qui est assez complexe et donc j'avertis qu'on risque de spoiler parce que c'est un film qui demande ça pour qu'on l'analyse bien et pour qu'on puisse bien le critiquer. Donc préparez-vous, il y aura des spoils. Chers clapeurs, vous allez nous donner votre avis à la fin de ce podcast. Je vous demanderai de mettre une note pour indiquer à tous ceux qui nous écoutent si c'est un film que Clapement 5 recommande ou non. Il faudra mettre entre 0 et 5 claps, sachant que 0 est la note la plus faible et 5 la meilleure. On va commencer avec toi Emma, qu'as-tu pensé d'Antebellum? Alors, c'est indéniablement un très bon film. J'ai beaucoup aimé la photographie de ce film. Surtout, moi, c'est ça qui m'a le plus marqué. Premièrement, tout le long du film. Les jeux d'acteurs sont aussi excellents, surtout pour l'actrice principale. Mais on l'avait déjà vu, elle joue beaucoup dans des films qui mettent beaucoup en avant la place de la femme noire dans la société. On l'avait vu dans Moonlight aussi. Exactement. Et aussi dans ce film, Les femmes de l'ombre. Exact, oui. Ouais, exactement. Qui était aux Oscars Ouais, aussi. C'est ça. Et Comme Moonlight. Exactement. Et voilà, donc le jeu d'acteur est très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais avec des petits hicks, parce que si ça reste un bon film, il y a des incohérences qui, pour moi, n'avaient pas lieu d'être. Je vais commencer déjà par spoiler. Moi, c'est Allons-y, déjà... balançons, parce qu'en fait, c'est un film qui repose sur un twist qui arrive à la fin, qui en fait est construit en trois parties. La première, c'est on voit ce qui se passe dans des camps champs de coton, les champs de coton, l'esclavagisme, les confédérations voilà. de l'époque de la civile, la guerre civile, La guerre de sécession. la guerre de sécession, merci. Voilà, et on comprend que une femme qui avait l'habitude de vivre dans un confort, qui est une grande activiste pour le droit des Noirs et le droit des femmes noires particulièrement, se retrouve dans un champ de coton du jour au lendemain sans comprendre ce qui lui est arrivé. Après, c'est pas amené comme ça dans le film. C'est pas amené comme ça. Dans le film, on a le champ de coton en première partie. ça. Deuxième, on la voit elle aujourd'hui. On sait pas trop quel est le lien entre les deux. On la voit elle aujourd'hui qui est activiste et qui défend le droit des Afro-Américains et des femmes. Et troisième partie, on retourne et on comprend qu'en fait, elle a été enlevée et que des riches s'amusent pour leur plaisir. En fait, il y a un clan. C'est voilà. même pas pour leur plaisir, justement, c'est ça qu'on comprend. C'est qu'à la fin, on comprend que c'est pas pour le plaisir, c'est pour faire passer cette idée que ça revienne à l'époque de l'esclavagisme. C'est une sorte de secte, enfin, je sais pas si c'est une secte ou un parti politique, parce qu'ils parlent à un moment justement de la cour, qui vont être acceptés à la cour et que du coup, tout reviendra comme avant. Et donc, ce film, je l'ai trouvé très bien sur plusieurs points. Donc, sur la photographie, le jeu d'acteur, l'histoire même est très bonne. Et aussi, il y a un super parti pris, c'est que en fait, dès qu'il y a un artiste quelque part, en musique ou même un placement de produit, c'est une marque tenue par soit une créatrice noire ou un créateur noir. Par exemple, à un moment, on voit un gros plan sur le rouge à lèvres
quand elle va se le faire voler, c'est Pat McGrath en fait, et qui est donc une maquilleuse d'origine afro-américaine, et aussi à la chanson qu'on entend dans la voiture avec ses deux copines, c'est une chanteuse qui s'appelle Lizzie, qui est du coup une chanteuse aussi Lizzo, ouais, merci, qui est aussi afro-américaine, et ça je trouve que c'est un joli parti pris. Après ça reste un parti pris qui a été beaucoup présent dans les autres films des productions. Précisons effectivement que le film est produit par Jordan Peele, qui est donc le réalisateur de Get Out et de Us, mais qui n'est pas le réalisateur d'Antebellum. Exactement. Donc, pour venir à mon point, non, c'est moi qui me perds dans mes paroles. S'il y a plein de points positifs, il y a des moments où c'est à rallonge en fait. Il y a des scènes qui n'étaient pas obligatoires, je pense, comme par exemple à la fin quand elle arrive enfin à s'enfuir et à blesser le général. Elle prend le temps d'aller le mettre dans la fumerie avec les deux autres. Enfuis-toi en fait. Enfuis-toi. Genre, ne prends pas le temps de faire ça. Là, ça y est, t'as la sortie. Pourquoi tu prends le temps de faire ça? Genre, c'est bon, là. En plus, elle est laissée sur place. Je trouve que ça aurait été plus intelligent. Comme ça, il y a des preuves. Ils sont là et ils se font arrêter. Et voilà, c'est juste là, je me suis dit. C'est pas possible. Et ou pareil, je trouve que la scène du moment où on voit sa vie d'avant, je l'ai trouvée un peu longuette, où on voit le moment du dîner, enfin tout ça. Je trouvais qu'il y avait des moments où c'était un peu à rallonge, j'étais en mode... je comprenais, en même temps je comprenais pas l'importance de ces scènes-là. Mais à côté de ça, comme je disais, la photographie, enfin la scène de fin est magnifique. Et magnifique, juste, la fin pour moi c'est un copier-coller de Get Out. C'est, sur plein de points c'est un copier-coller. On retrouve effectivement cette idée de Get Out qu'en fait ce sont des vieux riches qui torturent des Afro-Américains. Oui, Emma. En dehors de ça, désolé, c'est en dehors de ça, c'est même quand tu regardes la scène de Get Out et la scène de Antebellum, c'est la même chose. C'est elle qui réussit à s'enfuir, du coup, comme le mec réussit à s'enfuir de Get Out, elle finit par devoir se battre contre la fille. En plus, la fille l'autre sujet principal, c'est une fille aussi. Elle doit le combattre, il finit par la tuer, elle finit par le tuer. C'est exactement la même scène de fin. C'est vrai. Plein de points. Et donc tu te dis, en fait, je sais pas si c'est une dédicace ou si c'est juste. C'est un peu gros pour je pense qu'ils ont pas. C'est peut-être pas conscient, c'est peut-être pas. Ils voulaient raconter ça, ils l'ont raconté comme ça et ça fait écho à ça, presque c'est fait consciemment ou non par le réalisateur. Ça, Voilà, mais en tout cas, ça j'ai trouvé que c'était trop gros et que c'était facile un petit peu. Mais pour conclure, je pense que c'est un film important à voir. Parce que moi je suis sortie de ce film un peu bouleversée, sans mentir, parce que c'est que ça reste une cause que je défends énormément et qui je pense est importante à défendre. Et tu sors de là et tu te dis, en fait, jamais je pourrais comprendre un quart de ce que c'est que de vivre du racisme et de subir ça. Et en plus, tu te dis, c'est un truc qui pourrait arriver dans la vraie vie, même si ça paraît gros. Pour moi, aux États-Unis, c'est tellement un pays qui peut être marginal sur certains points que tu te dis, ça peut arriver. Et il y a une phrase très marquante aussi justement le moment où elle met le fameux général dans le four, il dit « Tu pourras jamais nous arrêter, on est nulle part et en même temps on est partout ». Et c'est la phrase même qui peut définir le racisme en fait. C'est que c'est vraiment sur ce point-là, tu sors de là, tu te dis « Putain mais… » Tu remets plein de choses en question. C'est elle qui dit ça ou c'est lui? Oui, c'est lui, c'est ça. Il lui dit, tu peux essayer de nous arrêter, mais tu n'y arriveras jamais. D'accord, oui, c'est ça. C'est cette idée que le racisme est en fait caché partout, donc on peut pas. Aujourd'hui, en tout cas, on tente un peu de le cacher sous certaines choses, mais en fait, il est toujours là. Et c'est l'aspect de tout le film. Par exemple, pareil, quand sa copine blanche lui dit, bah moi, ma chambre a été très bien faite, alors que l'autre lui dit que ma chambre elle a pas été faite, qu'elle est pas nettoyée, etc. C'est ça en fait où on se dit c'est partout et en même temps nulle part. Voilà. Mais j'ai bien aimé ce film malgré quelques petits points. Et toi Elsa, qu'as-tu pensé d'Antebellum? Alors, Antebellum, à la base, je voulais pas le voir parce que l'affiche m'avait un peu fait flipper et moi, j'aime pas trop les films qui font flipper et je suis contente d'avoir été le voir pour le podcast parce que je pense sincèrement qu'on tient un des meilleurs films de l'année. C'est-à-dire que le film m'a retourné, ça m'a fait réfléchir, ça m'a remis en cause. J'aime bien ces films qui ont vraiment un peu coup de poing, qui permettent de vraiment se remettre en cause et se sentir mal à l'aise aussi. C'est un film que je trouve qui est dans le malaise. Et ça, c'est hyper intéressant là-dessus. Et en fait, ça commence par un plan séquence qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble en fait, de la plantation. Et il y a cette musique qui est absolument incroyable. Donc Aurélien, tu vas nous citer le nom des compositeurs parce que je sais que tu les as. Elle m'a pris mais pendant que tu cherches, je vais continuer mon avis.
Et c'est un film qui m'a aussi empêché de respirer, dans le sens où effectivement ce plan séquence de début nous tient en apnée et nous fait découvrir la plantation. Et c'est immense. En fait, on se rend compte de l'immensité aussi d'une plantation au travers de ce plan séquence. Donc ça m'a tout de suite mis dans le bain. Et puis il est effectivement bien exécuté. Comme tu l'as dit, la photographie, elle est incroyable. Il y a l'utilisation des ralentis, enfin merci, sont bien utilisés. C'est-à-dire que ça fait presque comme des tableaux de la peinture. Et c'est important, je trouve, c'est un message important dans le sens où la communauté afro-américaine est souvent oubliée de l'art aussi. Et j'ai trouvé que ça faisait écho à ça. Je crois d'ailleurs que la scène de fin est inspirée d'un tableau. Je ne saurais pas vous dire lequel, mais vraiment, je crois que c'est inspiré d'un tableau qui existe. D'accord. En ce qui concerne les compositeurs, c'est donc Nate Wonder et Roman Gianarthur qui ont fait effectivement cette musique que je trouve aussi incroyable. C'est une des meilleures qualités du film. Et ce plan séquence avec cette musique-là, c'est un tableau magnifique. Et ça met tout de suite dans l'ambiance. Et vraiment la musique, chapeau bas. Et 2 compositeurs en fait qui connaissaient Janelle Monáe, donc l'interprète principale, qui s'impose de plus en plus comme activiste pour la communauté afro-américaine aux États-Unis, puisque l'année dernière elle avait fait aussi un album sur la libération sexuelle de la femme, notamment en noir. Et du coup, je trouve qu'elle s'impose de plus en plus. Elle fait des choix, comme tu l'as dit, avec les figures de l'ombre, avec Moonlight, qui sont très en accord avec ce qu'elle est, ce qu'elle défend. Donc ça, c'est hyper intéressant. Puis elle jouait très bien, je trouve. On sent son désespoir, c'est presque comme si, quand elle est dans la plantation, comme si elle était morte vivante. En fait, c'est très bizarre et ça met mal à l'aise toute cette tension. Et c'est surtout le gros point fort du film, je trouve, d'ancrer l'esclavagisme dans le présent. C'est le fait de rappeler que cet esclavagisme, c'est encore c'est la cause de tout ce racisme qui existe encore. C'est comment ce racisme est toujours présent dans la société sans qu'on le voie, et pourtant il découle de là. Emma, oui. D'ailleurs, il y a même une citation à un moment qui dit dans le film, qui est de Faulkner, qui dit "The past is never dead, it's not even past". Et c'est hyper intéressant pour le film et pour l'époque actuelle, je trouve, de dire qu'il faut pas oublier ce qui s'est passé et le présent sera toujours, le passé sera toujours présent. Oui. Florian, qu'as-tu pensé du film? Moi, je suis dans la même situation que Elsa, elle s'appelle. Pardon, je suis désolé. Bonjour. Je rappelle, je suis un petit peu fatigué. Et du coup, je viens juste de voir le film il y a quelques heures à peine, et j'étais très moi aussi bouleversé et dérangé par ce film. Donc je suis content que ce soit redescendu un peu, parce que c'était compliqué pour moi d'en parler. J'étais limite au bord des larmes, mais j'avais besoin qu'il y ait une fin, un happy end. C'est pas vraiment un happy end, mais j'avais besoin que ça se termine quand même globalement. Pas une fin négative. Ouais, j'avais vraiment besoin de ça, parce que c'est un des gros points positifs pour moi du film. C'est vraiment l'histoire, où moi je me suis attaché au personnage et j'avais envie et besoin que sa quête se termine. Ce que j'ai adoré aussi, c'est la construction qui est faite du film. Alors je précise que j'y suis allé sans savoir ce qu'était ce film, sans connaître le pitch, sans avoir vu la bande-annonce, sans en avoir entendu parler. Je me rappelais vaguement que tu m'avais dit, Aurélien, que c'était un film d'horreur. J'aime pas trop ça, voilà. Je pense que t'auras l'occasion d'en parler, absolument. Et donc en sortie d'anniversaire, j'étais un peu au début endormi, et j'ai fini le film avec les yeux grands écarquillés, et ça m'a bien réveillé. Et ça, c'est aussi dû donc à ce que je disais, à cette construction où on a différents twists. J'ai pas trop envie de spoiler, mais on a différents twists pendant le film. Il y a beaucoup de twists dans le film. Il y en a au moins 2 énormes. Il y en a un, je trouve. On peut spoiler, de toute façon. On a annoncé. C'est lequel si on se dit que c'est en 3 parties, si on dit que c'est en 3 parties, il y a les 2 pivots. Entre la première et la deuxième. Pour passer de la première partie à la deuxième partie, et pour passer de la deuxième partie à la troisième partie. Effectivement, quand on ne sait rien du film, quand on a l'impression que ça va être un film qui va traiter d'esclavagisme. Et d'ailleurs, je me suis même fait la réflexion, ça devrait te faire plaisir, que je comprenais, peut-être pas pour la première fois, mais là je comprenais bien ce que tu me dis régulièrement sur l'expérience d'une salle de cinéma, et j'étais content de le voir dans une salle de cinéma, avec cette expérience-là, avec ce son-là, avec cette ambiance, sans mon téléphone, sans faire autre chose en même temps, sans m'arrêter pour aller grignoter je ne sais quoi. Et donc j'ai vraiment compris en regardant ce film, et je trouvais ça assez génial. Tout comme Emma, je trouve que la photo est surtout la réalisation et les choix de cadre sont dans ce film souvent
assez bien maîtrisé, mais tout ça n'enlève pas qu'il y a quand même des défauts qui sont vraiment présents, et je comprends certaines des remarques négatives qu'on peut lire parce que ce film divise vraiment. Je comprends les critiques sur le côté manichéen des choses. Les personnages sont un peu clichés, c'est-à-dire que les gentils sont vraiment les gentils, les méchants sont vraiment les méchants et point barre. Donc ce côté manichéen est un peu facile. Je comprends les critiques sur la vraisemblance du scénario, parce que effectivement, pour ceux qui verront le film, on se dit mais autant de personnes, il y a forcément des recherches de police qui doivent se faire à un moment donné, ça peut pas être entièrement secret, cette espèce de pseudo-camp caché, c'est un peu gros, c'est un peu grossier. Même si on prend l'exemple d'Ingrid Betancourt pour un exemple réel qui a été enlevé par les FARC, il y a plus de 10 ans, on savait ce qui s'était passé et où elle était. Je pense que au niveau de la vraisemblance, c'est un peu compliqué. Tout comme Emma, j'avais relevé aussi les facilités scénaristiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le général sort et hurle Eden, et personne n'entend rien dans le camp, et personne ne vient à la rescousse, c'est un peu facile. Il y a des moments un peu pompeux dans le film, je pense au moment où dans cette forêt bleue dégueulasse, ça niveau colorimétrie j'ai pas du tout aimé, la méchante du film avec sa cape rouge nous fait un monologue sur mais bien sûr je savais que toi tu allais être l'élément perturbateur, j'avais prévenu mon père, nanana. Oui, ok, bon, tu la cherches pas, la nana que tu vois, c'est toujours compliqué en plein milieu d'une scène de s'arrêter 3 minutes pour faire un monologue devant rien. Donc il y a plein de choses, de critiques à faire sur ce film, et la principale pour moi, ce serait vraiment qu'est-ce que le film défend. Parce qu'il nous montre, des problèmes de racisme qui existent aux États-Unis. Ce pays a dans son ADN ce genre de problème de racisme. C'est d'ailleurs dit dans le film. Mais une fois qu'on veut parler de ce sujet-là, qu'est-ce que le film défend par rapport à ça ? C'est tellement manichéen que c'est compliqué d'avoir un vrai message vis-à-vis du film. Si ce n'est, le racisme, c'est pas bien. Il manque quelque chose de plus fort, de plus anglais, de plus fin, ce qui n'empêche que le film est une très grande réussite et m'a bouleversé. Moi je suis d'accord un peu avec ce que tu dis, notamment avec les qualités du film. J'ai l'impression qu'on reconnaît tous au niveau de la réalisation, de l'image, de la musique, de l'actrice Janelle Monáe, des autres acteurs. Le casting est très réussi. Tout sur la forme, c'est un excellent film. Sur le fond, ce que ça raconte, c'est hyper intéressant. C'est très malin d'avoir voulu l'amener comme ça. Après, j'ai l'impression qu'ils font comme ce que beaucoup de films de genre font aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils s'en mêlent un peu les pinceaux dans ce qu'ils veulent faire dans l'entreprise, et ils font, je trouve que c'est un des plus gros poncifs des films à twist en ce moment, des films avec un renversement de situation à la fin, c'est-à-dire que on établit des codes parce que c'est un film concept, Antebellum, sur ce concept-là, que en fait un mélange passé-présent, des riches qui donc enlèvent des personnes afro-américaines pour les réimplanter dans des plantations, tout ça, et parce qu'en fait la première partie du film montre donc ces Afro-Américains qui sont en pleine esclavage, j'ai pas le terme, mais qui sont esclaves d'une plantation, et qui en souffrent et qui apparemment ne peuvent rien faire, ils peuvent pas parler, ils sont hyper surveillés, le moindre truc ils se font tirer dessus, ils se font frapper. On établit beaucoup de règles en mode ils sont prisonniers de ça. Et après à la fin quand on y retourne, donc on a découvert qu'en fait on la retrouve dans le présent, puis après on la retrouve dans le passé, puis on comprend en fait que c'est celle du présent qui est juste emmenée dans quelque chose comme ça. À partir du moment où le twist est révélé, à partir de là, les règles qu'on a établies pendant toute la première partie sont balayées d'un revers de main. C'est-à-dire que maintenant, n'importe qui peut crier, ça n'alerte personne. Elle peut, c'est ça, quand elle tente de s'échapper, elle tente pas de s'échapper tout de suite. D'abord, elle veut, alors que l'autre est quasiment mort, elle veut le mettre, et après c'est très bien en termes de symbole de vouloir le faire brûler, mais elle va passer du temps à vouloir le faire brûler. Elle arrête pas de crier, lui n'arrête pas de crier. Ça n'alerte personne. Toutes ces règles qui font qu'on avait l'impression qu'ils pouvaient pas s'échapper de là s'évaporent. A priori ils peuvent faire n'importe quoi, il y aura pas de souci, et c'est ça qui moi me pose problème. Le film se prend un peu dans ses propres règles, et je trouve que c'est dommage. Et au-delà de ça, pour ce dont on parlait de la communication, pour moi le souci de ce film c'est vraiment son marketing, c'est-à-dire que la bande-annonce est tout à fait géniale, mais c'est l'une des bandes-annonces les plus mauvaises
mensongère de ces dernières années, parce qu'elle vend un film d'horreur, elle le vend un peu tactiquement, c'est-à-dire elle va frontalement, c'est pas vraiment ça, mais elle manipule un peu les images pour donner cette impression-là, avec la musique aussi qui est utilisée dans la bande-annonce, qui est la musique du film, mais en mettant en avant que c'est par le producteur de Us et de Get Out, qui sont pour le coup vraiment plutôt des films d'horreur. Et donc voilà, déjà manipulation sur le genre, parce qu'il faut savoir qu'Antebellum n'est pas du tout un film d'horreur, c'est un thriller psychologique, voilà, Un c'est thriller, ouais. Ouais, un thriller tout court. Premièrement, et deuxièmement, la bande-annonce manipule les images, et c'est là que c'est très grave, je trouve, pour un spectateur qui voit la bande-annonce et qui va au cinéma pour voir ce qu'il a vu dans la bande-annonce, parce que ça n'y est pas. C'est-à-dire que la bande-annonce manipule l'image. À un moment, il y a un avion qui passe dans le ciel de cette plantation de coton avec tous ces esclaves, et il regarde l'avion, et dans la bande-annonce, l'avion disparaît du ciel, et d'un coup réapparaît comme s'il y avait un trouble au niveau du temps, et cette image n'apparaît jamais dans le film. L'avion passe, mais il passe sans disparaître. Pareil pour une autre image où elle apparaît dans le champ de coton, elle n'apparaît pas dedans, elle y est. Donc ceux qui ont fait le marketing ont fait une excellente bande-annonce pour un autre film, et c'est ça qui moi m'a posé problème, parce que je suis allé voir ce film, je m'installe et là je vois 40 minutes de séquences dans les plantations, et je trouvais fascinant, mais j'ai trouvé ça fascinant ce qu'il voulait raconter, mais je voyais pas, je me disais où est-ce qu'arrive le présent, parce que je savais qu'il y allait avoir le présent. Donc 40 minutes où je m'ennuie un peu en me disant où est le présent. Ensuite on a le présent qui dure 30-40 minutes où je m'ennuie un peu en me disant oui, du coup c'est quoi le lien avec le passé, et ensuite on retourne dans le passé où je comprends le lien. Mais je veux dire, ça crée une attente chez les spectateurs d'un produit qui n'est pas le bon, et je suis sûr que ce film là, si je l'avais vu sans rien avoir vu de ce film, j'aurais bien aimé. En festival, je sais rien d'Antebellum, je vais le voir, j'aurais bien aimé, parce que j'aurais été surpris, comme vous l'avez été, Florian et Elsa, par le fait de voir la plantation et d'un coup changement d'époque. Mais là, la bande-annonce c'est tellement mensongère qu'on m'a vendu un mauvais produit. Oui, Florian. François. Pourquoi j'étais Ouais, de rien, Gérard. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que typiquement tu parles du passé, retour dans le présent, et après on retourne dans le passé, mais c'est l'inverse. Oui. C'est présent, retour dans le passé, mais c'est tout ce travail dans la de ce que j'évoquais tout à l'heure dans la construction, que moi je trouve assez brillant, parce que je reproche ça par rapport encore une fois à la bande-annonce, pas vraiment. J'ai bien compris, mais juste pour faire un petit point là-dessus, c'est que voilà, cette époque qu'on peut imaginer passée est en fait le présent, celle qui est moderne est en fait le passé, et voilà, c'est assez brillant de ce point de vue-là. Et je voulais rajouter un tout petit détail, ça passe vraiment inaperçu, le moment où le général est vraiment mal en point et que l'héroïne se fait rattraper par le lieutenant horrible qu'on a envie de taper pendant tout le film. Elle s'en sort en disant il est blessé, venez vite avec moi. Lui il prend peur, et je sais pas si vous avez remarqué, il dit ah mon dieu, mais où il est. Il arrête de l'appeler le général par son nom de personnage, et il dit sénateur Denton. Ah, j'ai pas remarqué. Il dit sénateur Denton. Et donc ça, pour moi, comment je l'interprète, c'est que on nous explique que ces personnages, que cette espèce de secte, c'est pas juste des illuminés complètement marginaux, etc., mais que on est vraiment à toutes les strates de l'État, et au plus haut niveau aussi parmi les élus. Ouais, ça c'est on le sent de toute façon, vu la richesse du fait de pouvoir kidnapper, je sais pas combien ils sont d'Afro-Américains, mais de pouvoir les kidnapper, les garder dans ce camp-là, éloignés de tout. On se doute qu'il y a beaucoup de moyens, et donc et puis même le kidnapping dont tu parlais qu'on peut reprocher, il y a ce truc d'où le kidnapping, d'ailleurs on n'y croit pas vraiment, je trouve. Le fait ils savent pile qu'elle commande un Uber, et ils réussissent à avoir pile la même voiture que ses amis à elle. C'est totalement invraisemblable. Emma, ce que j'allais dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, où à un moment quand il décroche le téléphone, il dit oui, une fois que ça sera fini, la cour sera convaincue, et on comprend à partir de ce moment-là que ça fait c'est un niveau encore plus haut que ce à quoi on s'attendait, et que c'est une volonté en fait juste de faire revenir à un état d'esclavagisme de la part de ces parties-là en fait. Mais en quoi la cour sera convaincue par le but c'est de présenter, je pense, de mon interprétation personnelle, présenter ce projet de revenir à l'époque de l'esclavagisme, et de montrer qu'à quel point c'est bénéficiaire en fait ça, et du coup de convaincre la cour des États-Unis pour revenir à cette période-là. Mais revenir aussi parce qu'ils vivent dans cette période-là comme c'est avec des chevaux, tout ça, avec donc le but c'est que toutes les États-Unis retournent avec des chevaux, abandonnent les téléphones, tout ça. Ou peut-être du moins à l'esclavagisme des Noirs. Je trouve qu'on atteint un peu, oui c'est ça, mais du coup vu qu'ils les mettent dans des plantations, on atteint encore une fois les limites du concept, qui fait qu'on comprend pas vraiment. Je veux dire, si ils mettaient en esclavagisme
racisme sans retourner à cette époque-là, pourquoi pas, mais là en plus ils font ce choix de retourner dans cette époque de guerre de Sécession. Oui, de sécession. Et oui, Emma. C'était pour répondre un peu à ce que disait Florian tout à l'heure, quel est le but du film en fait, quel est le fond du film. Moi je pense que c'est un peu une critique envers les États-Unis de on choisit ce dont on veut se souvenir en fait. Par exemple, c'est un petit peu la polémique qu'il y a eu récemment, on fait toujours ces grands débats sur le 11 septembre de faut pas oublier, c'est important, etc. Mais à côté de ça, voilà, les États-Unis choisissent ce qu'ils veulent oublier. À côté de ça, l'esclavagisme, on dit oui, il faut aller de l'avant, c'est le passé, etc. Sauf que, effectivement, comme c'est montré à la fin du film, on revit certains moments, l'époque de la guerre, de la guerre, je me souviens jamais le nom de cette guerre. Guerre de sécession. La guerre de sécession, merci. Aujourd'hui. Il y a des gens qui refont ça. En fait, ils refont que ce qui les arrange. On oublie un peu cette partie-là, que c'était une époque horrible des États-Unis où les Noirs étaient maltraités, ils étaient mis dans des champs de coton. Et c'est ça, la morale de cette histoire, c'est si on décide de se souvenir du passé, on se souvient de tout. Dans tous ces aspects. Et ça montre aussi que le passé n'est pas absent, puisque aujourd'hui encore c'est caché, c'est caché encore avec Trump, ça devient apparent, mais en tout cas ce racisme-là est toujours bien présent, et donc c'est pas comme si on s'en était sorti, Elsa. Oui. Mais pour moi le film a résonné en moi parce qu'il résonne aussi avec l'histoire de la France, avec les pays européens, le passé colonial, etc. Et moi il y a une scène qui m'a vraiment touchée, c'est quand elle voit la statue du général du coup, et on se dit mais c'est vrai que toutes les personnes qui sont de descendance d'Africains, quand ils viennent en France, ils voient ces statues d'un passé colonial et ils se disent mais comment c'est possible ? C'est comme si, je vais faire une comparaison peut-être un peu osée, mais c'est comme si on voyait des statues de Roman Polanski partout en France. Non mais t'as raison. C'est comme si c'est Victor Hugo qui était un grand raciste. C'est Gandhi, ce qui s'est passé en Amsterdam. Gandhi, ils ont enlevé sa statue parce que c'était un être immonde. On garde que du positif de lui, mais il y a tellement de choses à dire à côté de ça. Mais c'est vrai qu'il y a cette image d'elle qui passe devant la statue qui est très forte et qui fait vraiment écho à ce débat-là. Est-ce qu'il faut déboulonner ou non ces statues d'esclavagistes, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un film vraiment fort, et par rapport à la vraisemblance, ça m'a pas trop gêné parce que pour moi c'est un film dans la symbolique et la métaphore, donc moi la vraisemblance je l'ai un peu laissé passer. Moi, je suis d'accord. Moi je trouve que c'est pas qu'une question de vraisemblance, c'est une question de concept, et je trouve que j'adore l'idée, j'aime beaucoup ce qu'il voulait raconter, mais je trouve que on atteint très vite les limites de ce concept, et c'est pas parce qu'on a un propos fort qu'on peut le mettre dans n'importe quoi. Justement, on a un propos fort, il faut tenter de faire un film fort pour que ça explose et que ce soit et qu'on ait un film pour moi ça grandiose. a marché du coup comme ça s'est fait. Pourtant voilà, je te dis, moi j'ai des soucis avec on établit des règles dans la première partie qu'on oublie totalement dans la troisième partie. Il faut quand même se tenir à quelque chose, et j'ai l'impression que c'est là que le film atteint ses limites, bien qu'il soit particulièrement intéressant. Et moi, ce qui me rend un peu triste, c'est que j'aurais bien aimé voir ce film-là avec ce même propos, mais dans une histoire peut-être encore plus forte, un concept qui rende service à la force du propos, ce qui n'est pas le cas, j'ai l'impression, dans Antebellum. Emma, oui. C'est l'inverse, je trouve que, peut-être que j'ai mal compris ce que tu voulais dire, mais un truc que j'ai trouvé très impressionnant dans le film, il prend le temps de casser tous les arguments des racistes. Il prend le temps pendant les discours. Ça, c'est le fond. Oui. C'est sur le fond, moi, je suis tout à fait d'accord avec le fond. C'est la forme. Moi, je trouve que c'est la façon dont le fond de l'histoire s'inscrit dans la forme. Donc après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on sépare le fond de la forme d'un film. Mais en tout cas, dans ce concept-là, je trouve que le concept n'est pas à la hauteur, justement, du fond et de ça, et de ces séquences où ils prennent le temps. Même voilà, la construction en trois parties et pourquoi pas est intéressante, mais je trouve qu'il y a un souci, il y a des limites à ce concept, et c'est plus vraiment le concept qui est pas à la hauteur de ça. C'est plus dans ce sens-là. Vous voulez rajouter une dernière chose, ou je vous demande votre note? Allez, je vous demande votre note avec une petite phrase pour la commenter, Elsa. Un film fort, je mets 4,5. 4,5 là, mais dis donc, Elsa, elle monte très très haut. Emma? Un film fort, mais qui aurait pu être un petit peu plus travaillé, et certaines choses auraient pu être enlevées, donc 3,5. 3,5 pour Emma. Florian? Moi, c'est plutôt pour parce qu'on dit à chaque fois on donne nos notes, est-ce qu'on aime le film, et surtout est-ce qu'on recommande d'aller le voir. Et moi, comme je recommande d'aller le voir pour pouvoir en parler, parce que c'est quand même c'est un ovni, on se dit quand même mais qu'est-ce que je suis en train de regarder pendant un petit moment. Je mettrais 4.
4 pour Florian, et moi je vais pour ce que j'ai dit là, donc je vais pas le répéter, mais en gros ce propos qui est très fort, cette mise en scène, cette musique, ces acteurs, c'est beaucoup de qualité au film, mais le défaut de ce concept là qui atteint très vite ses limites, je vais mettre 3,5, mais quand même ça veut dire qu'on vous recommande tous chaudement d'aller voir Antebellum au cinéma. Ça fait une moyenne environ de 3,9 sur 5, donc voilà, c'est quand même une très bonne note. Ça permet d'avoir de vrais débats, de vraies discussions à la sortie en salle, et surtout n'allez pas le voir encore une fois en vous attendant à un film d'horreur, en vous attendant à faut s'attendre à rien, et je suis sûr que vous allez plus apprécier que moi. Vraiment une des plus gros défauts de ce film, c'est sa bande-annonce, donc c'est pas vraiment de la faute du réalisateur, c'est de la faute de l'équipe marketing qui a fait une très bonne bande-annonce, mais pour un autre film. Et si possible, même si nous on en a déjà parlé, donc normalement oui, on a un peu spoilé, a priori, oui. Mais si vous avez la possibilité, ne regardez pas la bande-annonce, ne lisez pas le pitch, et allez-y vierge de tout. Voilà, c'est ça. Donc c'est une très bonne note, on vous le conseille, et en plus ça permettra de soutenir les salles de cinéma qui en ont besoin en ce moment, elles comptent sur vous. Et vous, chez vous, n'hésitez pas à nous dire combien de claps vous mettriez à Antebellum sur 5, vous pouvez nous dire ça en commentaire sur YouTube, Facebook, Instagram et Twitter avec le @clap5. C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à tous nos clapeurs du jour. Mais de rien. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum, et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et pour découvrir tous ces nouveaux épisodes, dont des épisodes en version filmée, dont l'épisode qui sortira mercredi, qui sera la grande interview du réalisateur de L'Auberge espagnole, de Ceux qui nous lient, de 2 mois du péril jeune des poupées russes, Cédric Clapiche, une grande interview de 40-45 minutes dans laquelle il nous parlera un peu de son regard sur le cinéma et de la façon dont il a fait tous ses films. Ça va être tout à fait passionnant, je vous conseille ça. Donc ce sera disponible en version filmée sur YouTube. Rendez-vous donc mercredi sur Clapement 5 pour cette grande interview de Cédric Clapiche. D'ici là, eh bien, allez au cinéma.